Bienvenue à ce webinaire sur la blockchain et le contrat change. Effectivement, c'est un sujet qui est nouveau, en tout cas en Afrique, comme Fabrice l'a dit un instant, mais qui est très ancien dans les pays occidentaux. À la fin de ce webinaire, nous tenons à ce que vous puissiez retenir 3 points essentiels, que vous puissiez comprendre les fondamentaux des contrats échanges. Donc, on va le définir, on va mettre en avant les cadres juridiques et dans quel contexte ces contrats vont s'appliquer. On va aussi pointer du doigt le champ d'application de la blockchain et de ses contrats. Et à la fin, on va mettre en avant des opportunités, les différents défis que génère, je dirais, cette nouveauté dans le marché africain. Donc, pourquoi vous êtes là? Pourquoi on est là? C'est pour effectivement qu'on puisse vous proposer des éléments pour que vous compreniez enfin ces sujets, pour ceux qui n'ont jamais abordé ces sujets. Ok. Et le but, c'est de dire que vous allez pointer du doigt la transformation digitale des transactions contractuelles. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a une tendance à numériser les contrats. Les relations contractuelles sont numérisées. Tout se fait à distance aujourd'hui. Il y a une tendance aussi à automatiser les obligations juridiques via la blockchain. Et aussi, on remarque l'émergence de crypto-monnaies et des actifs numériques, surtout en Europe, ce qui n'est pas encore le cas en Afrique. Et notre intervenant aura l'occasion de mettre en avant ces éléments. Mais juste avant ça, je vais me présenter et je laisserai à Fabrice se présenter et commencer le webinaire. Donc, moi, je suis Jonathan Maboulahi, je suis actuellement juriste corporate en droit de société chez Formalsup. Je prends vraiment un réel plaisir à accompagner nos clients à créer leur société, à les faire fonctionner, à faire des modifications en cours de vie de société et surtout à faire des dissolutions avec ou sans liquidation. Mais en dehors de cette casquette de juriste, je suis président du club OADA de Toulouse depuis plusieurs mois et c'est un réel plaisir pour moi de gérer une équipe qui a pour objectif de vulgariser les droits OADA auprès des investisseurs, auprès des étudiants, auprès des entreprises, des avocats. Et pour cela, on fait des webinaires comme celui-là, on fait des conférences, on fait des ateliers. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur le Club Borda de Toulouse, sentez-vous libre de poser des questions à la fin de ce webinaire ou d'aller voir sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur X, il y a toutes les informations. Et je laisse Fabrice aborder les vifs du sujet, se présenter. Merci beaucoup. Merci Jonathan pour cette belle entrée. Donc, avant de commencer mon propos, je vais rappeler à Joël que nous avons justement un webinaire sur la protection des données qui est prévu. Ce sera probablement le mois prochain parce que justement, on essaye d'aborder tous les aspects du numérique. Bon, pour ma part, étant donné les multiples connaissances et compétences que j'ai acquises à travers mon parcours. Je tiens aussi à saluer la présence de M. Jean-Baptiste Patran, qui est chef de service des contrats à la BEAC. J'espère que je ne vais pas dire quelque chose de déplacé sur les contrats parce qu'il a beaucoup d'expérience en la matière. Donc, je compte sur son expérience à lui aussi pour confirmer, voilà, ou infirmer parce que nul n'a la science infuse. Donc, pour ma petite personne, je suis docteur en droit des affaires et du numérique. Je m'appelle Fabrice Nchatat, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Nanterre et président de l'IOSAS, qui est une start-up LegalTech qui se situe au Cameroun dans la ville de Douala. Donc, j'essaie d'exercer les deux fonctions en parallèle, c'est-à-dire donner des cours à l'Université Paris-Nanterre en France, mener des activités de recherche et aussi piloter du mieux que je peux l'entreprise qui se situe au Cameroun pour contribuer, voilà ma petite mesure, au développement du tissu économique. Donc, en termes de connaissances, j'ai soutenu mon doctorat sur la dématérialisation des valeurs mobilières à l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun. Et c'est bien après que j'ai eu un contrat de recherche en France sur justement la blockchain et les smart contracts qui font un peu l'objet du webinaire de ce matin. Donc, c'est tout cet arsenal d'expertise qui me permettent voilà, d'édifier un peu sur les thématiques qu'on aborde depuis janvier 2025. Donc, voilà. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi la blockchain? Je suis sûr que beaucoup se posent la question. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de la blockchain,
C'est un concept qui trouve ses origines dans les travaux des cypherpunks. En fait, les cypherpunks, c'est des personnes qu'on appelait les libertariens. C'est un groupe de cryptographes militants pour la liberté dans les échanges numériques. En fait, pour eux, ils s'opposaient un peu au système classique qui voudrait que toutes les transactions, toutes les opérations soient contrôlées par une entité centrale, c'est-à-dire le gouvernement, les banques. Donc, et c'est un mouvement qui est né dans les années 1980 à 1990. Puis, en 2008, il y a un nom qui émerge, c'est celui de Satoshi Nakamoto, qui publie un white paper qu'on appelle le livre blanc sur le Bitcoin. C'est donc ce Bitcoin-là qui introduit une vision pratique de la blockchain comme un registre décentralisé. L'objectif fondamental de cette technologie étant donc de supprimer les intermédiaires et de garantir une sécurité et une transparence maximale dans les transactions numériques. Pour résumer un peu la définition de la blockchain, il faut donc noter que c'est un registre distribué et décentralisé permettant d'enregistrer les transactions de manière sécurisée et falsifiable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par décentralisé? Décentralisé veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'organe central de contrôle. Lorsque vous allez, par exemple, faire des transactions dans une banque, il y a une entité qui est justement la banque qui va essayer de valider vos opérations, de piloter, etc., de fixer des seuils ou des plafonds. Dans la blockchain, ce n'est pas le cas parce que tous ceux qui sont considérés comme validateurs ont le même pouvoir. Il n'y a pas de relation verticale. Dans la blockchain, la relation est horizontale, c'est-à-dire que tous les validateurs ont le même statut, ils ont la même possibilité et ils accèdent aux mêmes données. Et justement, ce que la blockchain permet, c'est d'éliminer ce qu'on appelle le tiers de confiance qui est donc la personne ou l'entité qui est chargée de valider une opération qui est émise. Donc, dans le cadre de la blockchain, les transactions sont validées par un réseau de participants sans nécessité d'un intermédiaire central. Alors, quelles sont les caractéristiques essentielles de la blockchain? Il faut comprendre que l'un des principaux atouts de la blockchain, c'est l'immuabilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois qu'une transaction est enregistrée sur la blockchain, elle ne peut plus être ni modifiée, ni supprimée. Et c'est justement ce qui permet de garantir une traçabilité parfaite. Donc, cette immuabilité est rendue possible par des mécanismes de hachage et de chaînage cryptographique. De plus, la transparence du régime permet à tous les participants, comme je l'expliquais tout à l'heure, de vérifier les transactions, assurant ainsi un niveau de confiance en précédent dans les échanges numériques. Donc là, c'est ce qu'il faut retenir en termes de caractéristiques. La première caractéristique, c'est l'immuabilité, comme pour dire que tout ce qui est inscrit sur la blockchain ne peut plus être ni supprimé ni effacé. Et ceci permet en outre donc de garantir la sécurité et la transparence des transactions. Donc, une autre question qui se pose, c'est comment est-ce que fonctionne la blockchain? Donc, le fonctionnement de la blockchain repose sur un enchaînement de blocs contenant des transactions vérifiées. Ces blocs sont donc validés par un réseau de participants appelé mineurs. Ça, c'est un concept qui est beaucoup plus connu dans l'environnement Bitcoin et qui utilise des algorithmes cryptographiques pour assurer leur intégrité. Par ailleurs, il y a ce qu'on appelle le consensus entre les participants qui est obtenu via des mécanismes comme la proof of work, ça c'est l'expression en anglais qui veut dire la preuve de travail, ou le proof of stake qu'on appelle la preuve d'enjeu, qui garantissent la sécurité et la fiabilité du registre distribué. Je vais prendre un instant pour expliquer un peu la preuve de travail et la preuve d'enjeu. Donc, la preuve de travail, c'est un peu le fonctionnement de Bitcoin. En fait, quand on parle de preuve de travail, c'est tout simplement pour dire que lorsque vous enregistrez une transaction sur la blockchain, étant donné qu'elle est cryptée, il y a un ensemble de personnes qui se mettent sur cette transaction pour la décrypter, c'est-à-dire pour la comprendre. Et ces personnes, on les appelle les mineurs. Le problème avec la preuve de travail, c'est qu'elle est énergivore. Énergivore dans la mesure où lorsque plusieurs personnes travaillent au même moment sur une opération, ça fait une grosse consommation en électricité. Alors, Ethereum, qui est un autre type de blockchain publique notamment, est venu révolutionner cette preuve de travail avec le proof of stake qu'on appelle la preuve d'enjeu. C'est-à-dire qu'une même personne va soumettre une opération sur la blockchain et ce sera un validateur qui va mettre en avant une certaine quantité de sa crypto-monnaie pour travailler sur l'opération qui est présentée.
C'est-à-dire qu'ici, à la différence de la preuve de travail, ce n'est pas tout le monde qui va se mettre au même moment sur le décryptage de l'opération, mais ce sera une seule personne. Et dans ce cas, ça permet à plusieurs personnes différentes de travailler au même moment sur plusieurs transactions différentes. Et c'est justement un gain en termes d'énergie. Pour continuer avec les différentes typologies de blockchain, je parlais de Bitcoin, je parlais d'Ethereum. Bitcoin est en quelque sorte l'ancêtre des technologies blockchain et ça rentre dans le contexte de ce qu'on appelle la blockchain publique. Donc, les blockchains se déclinent en plusieurs types selon leur mode de gouvernance et leur mode d'ouverture. Premièrement, on a ce qu'on appelle les blockchains publiques qui sont entièrement décentralisées et accessibles à tous. Donc, dans ce cadre, il n'y a pas d'organe central de contrôle. Par contre, dans les blockchains privées, telles que Hyperledger, ça c'est des blockchains qui existent en France, ou encore Corda, ce sont des blockchains qui sont contrôlés par des entités spécifiques, offrant plus de confidentialité et d'efficacité. Et en dernier ressort, il y a ce qu'on appelle les blockchains hybrides qui combinent à la fois les avantages de la blockchain publique et les avantages de la blockchain privée. C'est-à-dire que d'une part, on a un peu le processus de décentralisation, mais ce sera un peu à mi-section sur ce type de blockchain parce qu'à un moment, il faut permettre d'avoir un peu le contrôle sur les opérations. Donc, certaines entités ont consacré la blockchain privée beaucoup plus pour la sécurité des opérations, mais pas pour la confidentialité. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un contexte de blockchain privé, on sait exactement qui est-ce qui a inséré une obligation ou a inséré une opération ou a introduit une opération, mais il n'y a pas de confidentialité, contrairement à la blockchain publique où les protagonistes vont fonctionner un peu sur ce qu'on appelle le pseudonymat. Donc, pour continuer, il y a plusieurs applications de la blockchain. C'est ce que j'expliquais à l'entame de ce webinaire. Une première application de la blockchain est qu'elle est utilisée comme un outil de contractualisation. Et dans ce cadre, on parle justement des smart contracts qui révolutionnent la manière dont les engagements contractuels sont exécutés. Contrairement aux contrats traditionnels qui nécessitent des tiers de confiance, les contrats smart contracts sont auto-exécutables et permettent d'automatiser et de sécuriser les transactions. Leur transparence et leur immuabilité assurent une exécution fiable, réduisant ainsi les risques de litige et les coûts associés aux procédures classiques. Donc ça, c'est une première application de la blockchain, c'est-à-dire l'utilisation de smart contracts pour automatiser les obligations juridiques. Une autre application de la blockchain, c'est la gestion des transactions commerciales. Par exemple, dans le commerce international, la blockchain révolutionne la gestion des transactions en apportant plus de transparence et d'efficacité. En facilitant, par exemple, le suivi des échanges et des marchandises, la blockchain améliore la logistique, je le disais déjà à l'entame de ce propos, ainsi que la traçabilité, réduisant ainsi les risques de fraude et les coûts administratifs. De plus, les paiements conditionnels via les smart contracts garantissent une exécution automatique des engagements financiers. Donc, comme autre application de la blockchain, il faudrait retenir que c'est un élément qui est fondamental dans la supply chain et dans la logistique. Et en Afrique, il y a des pays qui essayent déjà de l'implémenter dans leur système de gestion logistique.